Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fodio et je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude dans cette vidéo on va parler principalement d'investissement. Vous le savez déjà, on va parler d'investissement de crypto-monnaie. Et dans cette vidéo j'ai voulu qu'on retourne à la genèse, qu'on se pose des bonnes questions et qu'on se dise est-ce qu'on a le mérite d'être là? Est-ce qu'on a le mérite d'investir dans les crypto-monnaies? Est-ce qu'on a suffisamment de connaissances de ce nouvel secteur d'activité, de cette nouvelle économie, de cette nouvelle monnaie, parce qu'en général, beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent dans l'univers des crypto-monnaies arrive simplement pour du gain, ok, pour de la spéculation, ok. Mais en général, on se pose pas des questions. On pose pas des questions. On veut pas savoir, on veut pas comprendre comment est-ce qu'on fait pour en arriver là. Pourquoi en 2008, un certain nombre de personnes comme ça ont imaginé qu'il était important de mettre sur pied une nouvelle forme de monnaie, ok, une nouvelle forme de repenser l'économie. C'est quoi cette évolution là? C'est quoi les impacts dans l'avenir, dans notre vie courante et actuelle? Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, on devrait comprendre en fait la blockchain, à quoi est-ce qu'elle sert, qu'est-ce qu'elle résout comme problème, et surtout pour des personnes qui sont issues des pays pauvres en voie de développement, quel peut être en fait l'apport de technologies de blockchain en fait dans le développement et la croissance économique de ces pays-là. Vous le savez certainement, aujourd'hui la blockchain, au-delà de l'aspect pécunier du gain, ok, des crypto-monnaies, la blockchain permet de résoudre pas mal de problèmes autant dans le domaine de la politique, de la santé, de l'éducation et plusieurs encore. Donc la blockchain finalement c'est ce qui va rester, c'est ce qui devait être gravé dans notre esprit lorsqu'on investit, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut des fois se dire en tant qu'investisseur les crypto-monnaies sont là pour rester, parce que la blockchain finalement est là pour rester. De toutes les façons on en parle au courant de la vidéo, donc reste assis puis regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que le contenu est vraiment intéressant. On essaie d'élaborer en fait les différentes utilisations de la blockchain, les différentes adoptions dans toutes les sphères économiques et dans tous les pays actuels. Ça te permet en fait de voir les choses différemment et de réfléchir et de voir l'opportunité différemment. Donc c'est une rencontre que j'ai eue avec les membres de mon groupe Telegram, donc une session que je fais régulièrement avec les gens qui sont dans mon groupe Telegram public. Donc tu peux rejoindre le groupe Telegram via le lien en description de cette chaîne. Également tu le sais déjà, j'offre donc une formation débutant, comprendre les fondamentaux de la crypto-monnaie, comment acheter, vendre, saisir les opportunités, faire de l'analyse technique des crypto-monnaies. Donc tu peux faire un tour sur mon site web www.cryptoexpo.com, www.cryptoexpo.com, et donc si tu as aimé la vidéo, like, partage, puis laisse-moi un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de te lire et de savoir ce que tu en penses. Ok, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Donc, bonjour une fois de plus. Alors aujourd'hui, ça sera pas une session de formation. Bien que ça, je considère ça comme étant de la formation et même plus encore. Mais je vais dire, on va pas rentrer dans les outils de manipulation et autres parce que je pense qu'on a déjà appris un certain nombre de choses. Il y a pas mal de choses dont vous êtes désormais vraiment mieux à l'aise avec ça dans les manipulations de vos crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, j'ai juste voulu qu'on on se pose quelques questions, qu'on s'interroge sur ce qui se passe dans l'univers des crypto-monnaies, dans l'univers actuel des crypto-monnaies, les enjeux, l'impact pour les gouvernements. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous devez comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent présentement. Et en tant qu'investisseur de crypto-monnaies, il est normal qu'on se pose vraiment certaines questions. Lorsqu'on regarde tout ce qui se passe là, on se pose un tas de questions et j'ai voulu qu'on réponde ensemble à un certain nombre de questions dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, on parle de crypto-monnaie, de gouvernement, c'est quoi les impacts, c'est quoi les enjeux, mais avant d'aller loin dans la présentation, il est déjà indispensable de comprendre même déjà c'est quoi les crypto-monnaies. Quand on parle de Bitcoin, de crypto-monnaies, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes encore qui ne savent pas exactement de quoi il est question. Lorsqu'on parle de crypto-monnaie, on peut pas parler de crypto-monnaie sans parler de Bitcoin. C'est impossible parce que le Bitcoin, c'est vraiment
c'est le maître, quoi. C'est le maître des crypto-monnaies et c'est lui qui a en fait donné le ton, en fait, de tout ce qu'on vit aujourd'hui. S'il n'y avait pas de Bitcoin, euh, on parlerait pas de crypto-monnaies aujourd'hui. Donc, s'il n'y avait pas ces individus-là qui ont pensé comme ça, créer quelque chose qu'on appelait le Bitcoin, les autres crypto-monnaies ne devaient pas naître. Donc, la plupart des crypto-monnaies aujourd'hui se sont simplement inspirées de ce que le Bitcoin a pu réaliser et essaye pour certaines d'améliorer, pour d'autres de déjouer en fait les sanctions des gouvernements pour créer quelque chose de plus euh, pro-gouvernement, je sais pas si on va le dire comme ça, mais pour faire plaisir au gouvernement et contourner les sanctions. Mais à la genèse, en fait, quand on retourne à la genèse, pourquoi est-ce que Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin? OK? Donc, si vous vous êtes pas encore posé cette question, il est peut-être temps. Il est peut-être temps de vous poser cette question et de comprendre parce que lorsqu'on évolue dans les crypto-monnaies, lorsqu'on commence à en acheter et voir notre portefeuille comme ça qui, soit ça perd de la valeur, soit ça prend de la valeur, on commence progressivement à se poser certaines questions. On se dit, mais finalement, pourquoi ça prend de la valeur? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Quand j'achète le Bitcoin, de l'Ethereum, le Cardano, pourquoi ça prend de la, qu'est-ce qui fait que ça prend de la valeur? Donc, je suppose que ici, normalement, tous ceux qui ont une crypto-monnaie se sont déjà posé ce genre de questions. Et, ça nous amène donc à apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Donc, à la base, en fait, quand ces personnes ont créé la crypto-monnaie, c'est parce que le système, je veux dire qu'on commençait à sentir dans le système dans lequel nous sommes, qui avait déjà un certain nombre de problèmes en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de failles. Il y avait en fait une perte de confiance. C'est-à-dire que il y avait cette perte de confiance là auprès de nos gouvernements. Euh, avant même la perte de confiance, il faut quand même dire que ça va même plus loin au niveau de l'internet. Parce que lorsqu'on crée l'internet, c'est ce que beaucoup de personnes se disent que bon, finalement, on a vraiment un univers libre, où chacun est libre de tout droit de faire ce qu'il veut. Et il y a également une question de liberté, en fait, de liberté des individus et des informations personnelles, en fait, sur Internet, qui font qu'à un moment donné, des personnes ont commencé à se dire, mais en fait, finalement, sur Internet, on est plus libre. Nos informations ne sont plus, je veux dire que les gouvernements peuvent se saisir de nos informations pour vraiment appliquer certaines sanctions, certaines restrictions. C'est-à-dire que euh, Internet commençait à présenter en fait certaines faiblesses. OK? Donc, des gens ont commencé à se poser des questions, à se dire, mais comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là? Comment est-ce qu'on va continuer, on va continuer ce problème? Sur Internet, aujourd'hui, vous savez que nos informations, en gros, souvent, très souvent, ne nous appartiennent. Bref, je vais dire, on n'a pas le contrôle dessus. Lorsqu'on est sur Facebook ou bien sur d'autres plateformes, généralement on se dit, mais comment Facebook fait pour gagner de l'argent? Ça fonctionne comment? Euh, Est-ce que c'est pas nous le produit finalement? Est-ce que c'est pas parce que nous on utilise Facebook que finalement Facebook se sert de nous pour gagner de l'argent? Donc finalement c'est ça. Aujourd'hui, pour ceux qui l'ont peut-être déjà expérimenté, si vous allez sur un site internet, vous faites une recherche sur Google par exemple, vous cherchez une voiture, vous voulez acheter une voiture, cherchez une marque de voiture, vous allez vous rendre compte que dans les heures qui vont suivre, lorsque vous allez vous connecter sur YouTube, vous allez commencer à recevoir des publicités de voitures. Ou lorsque vous allez aller sur Facebook, vous allez commencer à recevoir des annonces de voitures. Ou sur, bref, ça va vous suivre, quoi. Pourtant, à la base, au départ, vous avez juste fait une recherche. Et ça va même plus loin. Des fois, vous avez une conversation avec quelqu'un, vous parlez de nourriture ou bien de quelque chose de spécial. Vous êtes juste en train de discuter, là, vos téléphones sont déposés là sur la table, mais vous êtes en train de parler, d'échanger. Mais peu de temps après, quand vous connectez, vous commencez à vous rendre compte que mais vous recevez des publicités qui ont un lien avec les échanges que vous avez eu précédemment. Donc, si vous n'avez pas encore expérimenté ça, prêtez attention, puis vous allez vous rendre compte que on est vraiment suivi, on est vraiment écouté, puis ça c'est réel. Donc il y a donc des personnes qui commencent à se dire, mais l'anonymat sur les réseaux sociaux, ça n'existe plus, quoi. Je veux dire que on n'est pas protégé. Et il fallait donc trouver le moyen
donc de contourner ça, de créer, de remettre en fait le pouvoir entre les mains des individus afin que ceux-ci décident de ce qu'ils veulent publier ou ne pas publier. La liberté, en fait, finalement, c'est ça. Ça dit que on doit se sentir libre de choisir, en fait, qu'est-ce qu'on veut que le monde entier sache. OK? Qu'est-ce qu'on veut que le monde entier sache? C'est nous qui allons décider de tout ça. Mais aujourd'hui, je vais dire, ça ne dépend pas de nous. On n'a vraiment pas de pouvoir là-dessus. Il suffit que tu t'inscrives sur un site web ou bien que tu utilises ta carte Visa pour acheter la pizza ou bien, je sais pas, quelque chose en ligne. Tout de suite, tes informations sont vendues à d'autres, je sais pas, soit des partis politiques, soit des trucs comme ça là, parce que finalement, avec tes data, tout ce que tu fais comme transaction, comme échange sur Internet, on est capable de connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, connaître même tes mouvements, où est-ce que tu es allé. Ceux qui utilisent l'application Google Maps aujourd'hui, quand tu te déplaces, tu mets ton téléphone, tu mets ton Google, tu te déplaces et tout. Avec ça, c'est des informations qui sont vendues à d'autres entreprises, qui sont utilisées. Et donc, en fait, pour revenir au Bitcoin, il y a des personnes qui se sont dit, mais ça, il faut que ça cesse, il faut que ça arrête. OK? Il fallait trouver le moyen, en fait, de faire, de faire, en fait, que l'information ne soit plus copiable. OK? Les données ne soient pas facilement duplicables. Parce que c'est un autre problème aujourd'hui. C'est-à-dire que sur Internet, aujourd'hui, quand je vous envoie un fichier, vous êtes capable, vous, ce fichier-là, de le partager autant que vous voulez. Quand on parle de piraterie aujourd'hui, l'industrie de la musique, il suffit que vous ayez acheté un album, vous décidez de le copier dans une clé USB et de le partager autour de vous. Donc, sur Internet, donc, on est arrivé à un niveau où on avait besoin d'avoir non seulement la liberté, ok, vraiment la liberté inclusive là, et on voulait également avoir une monnaie, vraiment la monnaie d'Internet, la monnaie d'échange, ok, qui devait permettre de faire des échanges sans divulguer nos informations personnelles. Ok, ça avoir besoin d'une certaine confiance, la confiance des gouvernements. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on va se dire, mais c'est quoi la monnaie, c'est quoi l'argent? Pourquoi est-ce qu'on utilise l'argent? Ok, la monnaie fiat que nous utilisons là, le franc CFA, euro, dollar, c'est quoi? Ça repose sur quoi? Lorsque vous commencez à vous poser ces questions, et en général, on commence à se poser ces questions, à part si on est vraiment financier, là, qu'on a fait des études en finance, ou bien, c'est souvent des questions qu'on ne se pose pas. On a juste de l'argent, on échange, on achète des choses. Mais lorsque vous commencez à vous interroger de savoir, mais comment l'argent est produit? Comment les gouvernements font pour produire de l'argent, pour mettre de l'argent en circulation? Là, vous commencez à vous poser des vraies questions, là. Et quand vous creusez, les réponses, commencez à avoir des réponses, je vais dire, ça fait froid au dos. Et voilà pourquoi, avec tous ces problèmes-là, ce qu'on appelle des cypherpunks, qui sont comme ça un groupe d'individus, des gars vraiment très doués dans la cryptographie, ont commencé à élaborer des solutions à tout ce que je viens de lister comme problème sur Internet. OK? Mais sauf qu'il y avait toujours un problème. Il y avait toujours un problème, c'était trouver la solution pour faire en sorte que l'information, quand quelqu'un l'a, qu'elle ne puisse pas la dupliquer, qu'elle ne puisse pas la partager. C'était vraiment ça le gros problème. C'est difficile à résoudre, c'est pourquoi ça a pris beaucoup d'années, plus d'une dizaine d'années pour réussir finalement à trouver comment est-ce qu'on va avoir la possibilité d'avoir la transparence sur Internet. Et ça, c'est Satoshi Nakamoto qui est venu vraiment révolutionner tout ça avec le concept de blockchain et de crypto-monnaies, le Bitcoin finalement qui est né le 30 octobre 2008. Il a listé le white paper du Bitcoin. Il a envoyé ça justement au cypherpunk. Le cypherpunk, comme je viens de vous expliquer, c'était vraiment un groupe de cryptographes libertaires là qui voulaient vraiment redonner le pouvoir au peuple. C'était vraiment ça leur combat avec les mathématiques, avec la cryptographie. Donc, Bitcoin a utilisé une partie de leur recherche. Je veux dire, Satoshi Nakamoto a utilisé une partie des travaux que les cypherpunks avaient déjà fait pour créer le Bitcoin. Maintenant, Satoshi Nakamoto, aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. Mais lorsqu'on regarde le Bitcoin, beaucoup de personnes pensent que Satoshi Nakamoto, ce n'est pas une personne, mais que c'est un groupe d'individus, c'est un groupe de personnes. Et effectivement, lorsque vous regardez ce que le Bitcoin est, je veux dire, la blockchain, en fait, quand vous comprenez la blockchain, vous comprenez que
ce serait difficile pour un seul individu d'avoir autant de connaissances. Sinon, ce serait vraiment le génie que l'univers n'est pas encore connu. Mais jusqu'ici, on ne sait pas qui est cette personne pour savoir quel type d'études il a fait, quel type de recherche. Bref, c'est compliqué. Voilà pourquoi beaucoup de personnes pensent que non, c'est forcément un groupe de personnes qui se sont mis en arrière pour créer le Bitcoin. Mais en fait, peu importe la personne qui se cache derrière le Bitcoin, c'est la technologie qui a été créée qui nous intéresse. Et est-ce que cette technologie-là résout justement le problème qui était posé? Oui. Le Bitcoin est vraiment venu résoudre ce problème. Bien, la blockchain, pas plus de blockchain, mais malheureusement, on ne peut pas parler de blockchain sans parler de Bitcoin, parce que finalement, le Bitcoin, c'est ça qui a donné vraiment la vie à la blockchain Bitcoin. Okay. Donc, Bitcoin, c'est blockchain et Bitcoin, c'est également le coin qu'on connaît. Donc, lorsqu'il crée donc le Bitcoin, l'idée, c'est de briser la confiance. Parce qu'aujourd'hui, vous utilisez l'argent que vous l'utilisez parce que vous faites confiance en cette monnaie-là. OK? Ceux qui utilisent le franc CFA, l'euro, c'est parce que vous avez confiance à ce biais. Et pourquoi on a confiance à ce biais? C'est parce qu'on a confiance en un gouvernement. C'est parce qu'il y a un gouvernement qui a décidé que finalement, ça, c'est le vrai argent, la vraie monnaie. Donc, c'est pour ça qu'on a confiance. Sauf que pour les cypherpunks, on ne devrait plus avoir besoin de forcément nécessiter la confiance d'un individu, d'un organisme, d'un gouvernement, ou bien on devait se sentir libre. OK? Donc, on a créé dans une monnaie anti-banque centrale, anti-gouvernement. Donc, le mot était vraiment très fort lorsque Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin. C'était vraiment d'avoir, comme je dis, une monnaie anti-banque centrale. Donc, lorsqu'on regarde cet article, en fait, le projet du Bitcoin, OK, on peut donc lire ici que le Bitcoin, justement, il a été créé pour éviter de devoir passer par un tiers de confiance lorsque les transactions, dans les transactions de monnaie virtuelle. Donc, par exemple, on ne voulait pas être géré par le gouvernement, ni géré par une banque, ni par la banque centrale. Donc, c'était vraiment ça l'idée au départ. OK? De plus, le Bitcoin est entièrement dématérialisé, ce qui permet l'anonymat des acheteurs et des vendeurs. La valeur de cette crypto-monnaie fluctue constamment, OK, au cours de la journée. Vous pouvez donc suivre le cours du Bitcoin en temps réel. Puis, comme je disais, qui est l'inventeur du Bitcoin? L'inventeur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, qui explique le projet dans un livre blanc publié en 2008. OK? Il est décrit notamment comme comment créer le Bitcoin. Un an plus tard, son projet passe de la théorie à la pratique. Donc, en 2009, c'est là où on a eu la première transaction de Bitcoin et on a commencé à avoir les premiers échanges Bitcoin. Ceux qui connaissent par exemple ce qu'on appelle le Pizza Day, la première transaction du Bitcoin, c'était l'achat d'une pizza parce qu'à un moment donné, les gens se sont dit, mais on garde cette crypto-monnaie-là depuis un certain temps dans nos portefeuilles. On a une collection de Bitcoin, mais finalement, si on essayait de faire une transaction, si on essayait de faire notre première transaction, c'est comme ça que, bon, quelqu'un a dit, OK, envoie-moi les bitcoins, puis moi, je vais te livrer une pizza. Donc, ça, c'était vraiment la première vraie utilité ou bien utilisation du bitcoin. Et c'est la pizza la plus chère du monde aujourd'hui parce que cette pizza, même pas une pizza entière, donc deux parcelles de pizza là, qui a coûté presque dans les $10,000. OK? Donc, je dis n'importe quoi, pas $10,000, mais qui a coûté 10,000 bitcoins. 10,000 bitcoins, donc c'est même beaucoup plus que $10,000. OK? Donc, là, ce que je présente là, c'est que vous commencez à vous poser des vraies questions et que vous comprenez en fait d'où on va, OK, ou bien d'où on vient. Pourquoi est-ce qu'on a créé le Bitcoin? OK? Et puis, aujourd'hui, il y a une guerre dans le Bitcoin. OK? Donc, qui est qui dans la guerre des crypto-monnaies et comment cela peut nous affecter. OK? Donc, au début de la création des crypto-monnaies, personne ne croyait en ça. Hein. Donc, pour certaines personnes, c'était une monnaie de maître. Donc, ça a été déclaré il y a quelque temps par Nouriel Roubini, économiste à l'Université de New York. Il faisait référence au Bitcoin. Donc,
juste une monnaie de maître. Il y a le magnat Warren Buffett. Warren Buffett, pour ceux qui suivent un peu l'actualité crypto-monnaie, par rapport à ce qu'il avait dit ici, quand lui, il assurait que les crypto-monnaies sont l'une des pires bulles de tous les temps. OK? Donc, et le gouvernement de la Banque d'Angleterre a prévenu il y a quelques semaines, achetez les bitcoins si et seulement si vous êtes prêt à perdre tout votre argent. Donc, il y a eu donc beaucoup de critiques au début dans les adoptions de crypto-monnaies parce que personne ne comprenait ça et puis il fallait justement la combattre. Pour le gouvernement, on comprenait que ce n'est pas acceptable d'avoir une monnaie qui n'est pas contrôlée par le Bitcoin. Mais avec ce qu'on appelle le réseau, avec la blockchain, aujourd'hui, il est quasiment impossible d'arrêter le Bitcoin. Ok? Personne ne contrôle les crypto-monnaies, même pas un gouvernement. Ok? Les crypto-monnaies fonctionnent sur des blockchains ou des chaînes de blocs. Les transactions en crypto-monnaie n'ont pas besoin d'intermédiaires ou d'un organisme pour valider les transactions. Donc, ça fonctionne tout seul grâce à un gigantesque réseau d'ordinateurs, ce qu'on appelle des nœuds, qui sont repartis dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, peu importe la place où vous êtes situé dans la planète, vous pouvez décider de créer un nœud et de participer à la sécurisation et l'émergence du Bitcoin et des blockchains. OK? Donc, cette autonomie donc rend son fonctionnement dans le fonctionnement rend des millions de dollars qui circulent dans le réseau difficiles à contrôler, à surveiller par les gouvernements, par les banques centrales et par des organismes réglementaires. Donc, il y a également beaucoup de personnes qui croient au Bitcoin, ok? Il y a par exemple Jack Dorsey, le PDG de Twitter, qui est aujourd'hui également le PDG de Square. Plus loin dans la vidéo, vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire présentement. Il a justement démissionné déjà de Twitter pour se concentrer à son entreprise Square parce que son but c'est de créer une entreprise qui va permettre en fait de créer des machines de minage pour des maisons. Donc, il faut vulgariser l'adoption à tel point que chacun aujourd'hui puisse acheter comme un ordinateur, ok, vous allez brancher simplement chez vous, dans votre maison, le mettre simplement sur le secteur électrique et ça va commencer à miner du Bitcoin. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Ça va commencer à miner du Bitcoin. Vous allez commencer donc comme ça à générer de l'argent parce que vous faites du minage. Donc, c'est ça le but, ok, pour Jack Dorsey. Et ils pensent que les crypto-monnaies vont changer le monde de la même manière qu'Internet a changé le monde. OK. Aussi, on peut voir, qu'est-ce qu'on peut donc partager d'autre ici? On a CZ qui est le PDG de Binance. Pour lui, la plus grande, Binance qui est la plus grande plateforme de crypto-monnaie. OK. Il avertit il y a quelques jours qu'il était impossible pour une entité de pouvoir détruire le Bitcoin et sa technologie sous-jacente qui est la blockchain. Donc, je ne pense pas que quiconque puisse arrêter maintenant, étant donné que cette technologie, ce concept est dans la tête de 500 millions de personnes. Donc, alors, ceci, c'est juste pour vous permettre de comprendre que il y a un enjeu, ok, pour la crypto-monnaie aujourd'hui et avec la technologie de blockchain, il est vraiment impossible d'arrêter le Bitcoin. Sauf que maintenant, en face, on a un gouvernement qui commence à avoir des menaces, ok. Il y a des menaces qui sont pointées là. Beaucoup de personnes pointent du doigt les crypto-monnaies, le Bitcoin. Et pour les gouvernements, l'argument le plus souvent, c'est que ça participe à la fraude, ok. Il y a beaucoup d'activités de fraude qui se font grâce aux crypto-monnaies, aux blockchains. Ça, c'est vraiment l'argument qui était pendant longtemps présenté. Parce que justement, au tout début, les gens utilisaient les crypto-monnaies, les crypto-monnaies pour vendre, par exemple, la drogue. Tout ce qui est dans le darknet, c'est-à-dire le côté obscur de l'Internet, utilisait le Bitcoin comme moyen d'échange. Parce que là, on parvenait à contourner les banques. Okay? Sauf qu'avec le temps, on va se rendre compte que ça, ce n'est plus un argument convaincant. Ce n'est plus un argument convaincant parce que de plus en plus, on se rend compte que effectivement, si vous voulez vraiment vous cacher, si vous pensez que vous voulez vous cacher pour faire des transactions ou des opérations, il faut pas venir
l'univers des crypto-monnaies. Il faut pas, parce qu'aujourd'hui, on a clairement constaté que il est possible de suivre votre portefeuille et finalement, avec certains algorithmes, de remonter jusqu'à vous. Okay? Il y a des projets aujourd'hui en développement qui vont faire que des robots vont vraiment scanner tous les portefeuilles sur les blockchains, sur le réseau des blockchains, et qui va permettre finalement de ressortir l'identité des personnes qui se cachent en arrière. Donc ça, c'est vraiment les projets sur lesquels beaucoup de gouvernements travaillent présentement. Donc l'impact de ce que les blockchains, ou bien je vais dire, cet argument ne tient plus. Okay? Il y a également l'argument d'écologie, c'est-à-dire beaucoup de personnes disent que bon, parce que pour faire du minage de crypto-monnaies, ça demande beaucoup d'énergie, ok, électrique. Donc pour beaucoup de gouvernements, ça ne marche pas. C'est trop coûteux, c'est vraiment, c'est de l'énergie sale, c'est des dépenses énergétiques et puis on peut pas accepter ça. Et puis, il y a également la question de volatilité. Okay? Il y a un risque. Le fait que vous investissez dans la crypto-monnaie, du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre argent. Et le gouvernement, le rôle du gouvernement aussi, c'est de protéger également sa population, quoi. Sécuriser vos investissements, être certain que, bon, vous n'investissez pas dans n'importe quoi. Donc, c'est des arguments qui ont pendant longtemps été présentés par des gouvernements pour, comme ça, essayer de freiner l'évolution des crypto-monnaies. Mais de l'autre côté, il y a des personnes, des libertariens, comme j'ai dit aujourd'hui, ou bien des pro-crypto, qui de plus en plus ont d'autres arguments, ok? Par exemple, de dire que les crypto-monnaies ou bien le Bitcoin est déflationniste, ok? Parce que si vous êtes posé la question de savoir comment est-ce qu'on imprime de l'argent, ok? Comment est-ce que aujourd'hui un gouvernement décide d'aider par exemple sa population face à une épidémie comme la COVID, ok? Certaines personnes dans certains pays ne le vivent peut-être pas, mais par exemple au Canada, par exemple, dans beaucoup de pays, il y a des subventions, il y a des aides qui sont apportées à la population. Okay? Pendant plusieurs mois au Canada, on a vu des gens rester chez eux et recevoir des payes, recevoir des salaires juste en restant chez eux. Okay? Parce qu'on dit on va les aider pour faire face à la pandémie, vu qu'ils ne travaillent pas, il faut quand même manger, il faut faire plein de choses, on doit leur payer. Okay? De plus en plus, on a l'inflation. Ici au Canada, par exemple, le gouvernement a décidé qu'ils vont donner $500 par famille pour les aider à faire face à l'inflation, pour les accompagner à faire face à ça. Où est-ce que le gouvernement où est-ce qu'ils prennent autant d'argent pour donner aux populations? Donc, lorsqu'on commence à se dire, mais comment est-ce que l'argent est mis en circulation? Comment l'argent est imprimé? Comment? On se rend compte qu'en fait, les banques centrales dans certains pays ont la possibilité juste d'imprimer de l'argent comme ils veulent. L'argent tel qu'elle était faite au départ, parce que au départ, lorsqu'on rentre dans l'histoire et l'évolution de la monnaie, on peut remarquer qu'au début, la monnaie c'était un moyen d'échange, c'est-à-dire qu'à la base, pour avoir de la monnaie, en contrepartie, je devais avoir quelque chose, un bien sur lequel reposait ma monnaie, ok? À la base, c'était l'or. On s'est dit que l'or, vraiment, c'est le collatéral pour tous les gouvernements. Chaque gouvernement doit imprimer de l'argent en fonction de la quantité d'or qu'elle a dans ses réserves, en fait. Mais sauf qu'à un moment donné, on a arrêté de faire ça et on s'est dit, on va imprimer autant qu'on veut. Si on a besoin d'argent, on va simplement imprimer. Mais sauf que là, ça fait comme une concurrence déloyale avec d'autres pays. Parce que un pays comme le Cameroun qui ne produit pas de monnaie, qui n'a pas la légitimité sur sa monnaie, la monnaie dépend de d'autres gouvernements. Ok, parfois même leur propre monnaie leur est prêtée, ok, contre des intérêts. Mais le gouvernement en face qui vous prête votre argent, que vous allez utiliser contre des intérêts, comment est-ce qu'ils font pour vous donner cet argent-là? C'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne marche pas là. C'est-à-dire que je viens vous voir, vous avez votre plantain, et moi je vous donne de l'argent, je dis prends l'argent là, donne-moi tous tes plantains. Chaque jour, je dis prends de l'argent, donne-moi tout ton plantain, donne-moi tout ton café, donne-moi tout ton or. Sauf que je prends ton plantain, mais je ne fournis aucun effort pour prendre ton plantain, pour prendre ton café, pour prendre ton or. J'appuie juste sur un bouton qui me fabrique de l'argent et avec ça, je peux tout acheter chez toi. Donc, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Et voilà pourquoi les pro-crypto disent non, on peut pas continuer comme ça. Il faut remettre le pouvoir et la liberté au peuple. On n'a plus besoin d'avoir confiance en un gouvernement. Tout le monde devait avoir la possibilité de gérer son actif, de gérer son argent sans forcément avoir besoin de faire confiance à quelqu'un d'autre. Donc, voilà l'argument qui est présenté. Et on se dit, il faut qu'on ait une monnaie, ok, qu'on ait vraiment ce qu'on appelle la liberté inclusive, que tout le monde, qu'on n'ait plus besoin forcément de faire confiance, parce que cette confiance-là est brisée. Et voilà pourquoi on est rendu aux crypto-monnaies. Voilà pourquoi le Bitcoin est né, parce qu'on n'avait plus confiance. Et de l'autre côté, ceux qui pensent que les crypto-monnaies, c'est de l'énergie trop dépensée, c'est le carbone, tout ça, c'est la couche d'ozone qui est tout. On a pensé donc à créer une autre forme de, de, de validation de consensus, parce que dans les crypto-monnaies, comme vous le savez, il y a le proof of work pour les crypto-monnaies comme le Bitcoin qui demande beaucoup d'énergie. Mais de l'autre côté, des gens se sont dit, OK, si vous, le gouvernement, pensez que les crypto-monnaies dépensent et consomment beaucoup d'énergie, on va créer d'autres crypto-monnaies qui reposent sur d'autres blockchains qui ne consomment pas du tout d'énergie. Et du coup, cet argument-là que vous avez de tout le temps dit que les crypto-monnaies, c'est trop d'énergie et tout là, on va la contourner. On va donc créer ce qu'on appelle le proof of stake. Et vous avez par exemple une blockchain comme le Cardano aujourd'hui, qui est actuellement repose sur le proof of work, mais qui est en train de migrer sur le proof of stake, toujours pour répondre à ces sanctions du gouvernement-là. Vous comprenez qu'on a quand même un gouvernement en face qui met de la pression, ok, à l'adoption des crypto-monnaies. Okay? Et de plus en plus, vous avez donc des gens qui vont dire, ok, on va quand même continuer d'utiliser le Bitcoin, mais on va trouver des solutions palliatives pour le minage, en fait, pour l'électricité. Et de plus en plus, il y a des idées de génie. Il suffit juste de chercher sur Internet, vous allez voir des gens qui font des choses extraordinaires pour miner du Bitcoin. OK? Donc, récemment, donc, il y a ces regroupements de 3 personnes, Tesla, Block et Blockstream. Tesla, vous savez bien qui est derrière Tesla. Donc, Elon Musk, il n'est plus à présenter. C'est vraiment un serial entrepreneur à succès qui a créé pas mal d'entreprises, qui est vraiment un richissime homme d'affaires, qui est même l'homme le plus riche du monde, je pense, 2021, mais qui est un pro-Bitcoin, pro-crypto-monnaie. Ok, donc ceux qui le suivent savent que Elon Musk investit dans les crypto-monnaies. Tout à l'heure, on parlait de Block, ok, de l'entreprise du boss de Twitter, qui lui aussi a une crypto-monnaie, comme j'ai présenté tout à l'heure, qui va permettre aux gens de créer des crypto-monnaies, de faire du minage de crypto-monnaies, mais directement chez eux dans leur maison, en branchant un appareil, ok, qui va créer. Vous avez Blockstream, qui est également une autre entreprise très présente dans les crypto-monnaies. D'ailleurs, Blockstream, son propriétaire, comme il s'appelle encore là, je pense qu'il a été présenté ici, de Blockstream. Bref, qui fait partie des premières personnes qui avaient essayé de créer au départ la première crypto-monnaie qui n'avait pas réussi. Ok, mais qui est encore aujourd'hui vraiment très, très, très présent dans l'univers des crypto-monnaies. Justement, il s'appelle Adam Back. Ok, lui, il a créé la toute première crypto-monnaie. Parce qu'avant le Bitcoin, il y avait une crypto-monnaie, ok, qu'on appelait Hashcash. Hashcash a été créé par Adam Back. Donc, il est encore présent aujourd'hui, on le connaît très bien. Puis, il a même été cité dans le white paper de Satoshi Nakamoto. Quand vous lisez le white paper du Bitcoin, il liste Adam Back parce qu'il dit qu'il s'est inspiré des travaux de Adam Back pour créer le Bitcoin. Donc, vous avez donc ces 3 sociétés-là, ok, qui se sont mis ensemble pour aujourd'hui, ils veulent créer donc une entreprise qui va permettre de faire du minage de crypto-monnaies, ok, avec, comment on appelle ça, de l'énergie solaire en fait. Donc, ça c'est une bonne nouvelle pour l'adoption, ok, des crypto-monnaies et donc qui vient répondre à ces sanctions des gouvernements. Parce que demain, quand le gouvernement va encore dire les crypto-monnaies, on n'en veut pas parce que voilà, ça consomme trop d'énergie, puis c'est sale, les gens vont dire non. Nous, on est capable de produire, de miner les crypto-monnaies autrement. Donc cet argument-là, arrêtez vraiment de la présenter. Puis au Salvador, vous savez, le Salvador, c'est le tout premier pays
qui a décidé d'adopter la crypto-monnaie ou bien le Bitcoin comme monnaie nationale. Aujourd'hui, lorsque vous partez au Salvador, les salaires sont payés en Bitcoin. Vous pouvez dépenser en Bitcoin. La population a un portefeuille là où ils font les transactions en Bitcoin. Parce que quand je vous ai parlé aujourd'hui d'inflation, lorsque vous avez votre monnaie qui perd de la valeur, qui ne fait que perdre de la valeur, qui ne vaut plus rien sur les échanges internationaux, vous ne pouvez pas faire le poids avec d'autres puissances, d'autres grandes puissances. Vous vous sentez vraiment affaibli. Voilà pourquoi de plus en plus, on a certains gouvernements qui mettent de côté leur monnaie et commencent à dire, nous, on va adopter le Bitcoin comme monnaie nationale. Il y a de plus en plus de gouvernements qui le font. Donc, on a le Salvador qui était le premier vraiment à l'affirmer ouvertement. Et ils ont décidé donc d'utiliser l'énergie des volcans pour miner les crypto-monnaies. Ok, donc ils vont utiliser l'énergie des volcans pour miner les crypto-monnaies. Ça fait qu'ils n'auront plus besoin forcément d'utiliser l'électricité, ok, que nous connaissons tous pour miner les crypto-monnaies. Donc ça vient également répondre à ce problème, toujours présenté par les gouvernements pour mettre fin à l'utilité des crypto-monnaies. Mais en réalité, c'est quoi le problème des gouvernements? C'est que les gouvernements, eux, ils veulent contrôler. Un gouvernement, lui, il veut le contrôler. Il veut toujours avoir l'assurance qu'il maîtrise les transactions, il maîtrise les flux d'échange, il contrôle vos opérations. Et puis, personnellement, je ne suis pas contre ça parce que de toutes les façons, s'il y a des personnes qui utilisent les crypto-monnaies et les blockchains pour faire des opérations frauduleuses, c'est sûr qu'il faut les traquer, les sanctionner. Ok? Satoshi Nakamoto, lorsqu'il crée le Bitcoin, c'était pas pour qu'elle soit utilisée pour vendre de la drogue ou bien des armes. Donc, il faut qu'on remette les choses dans leur contexte et on essaie donc de trouver des solutions à cela. Alors, donc, les gouvernements donc vont continuer à mettre la pression pour la régularisation. Donc, il faut réguler le secteur. Il faut vraiment mettre sur pied des mécanismes pour savoir qui fait quoi, qui a acheté quelle crypto-monnaie, qui a investi dans les crypto-monnaies. Aussi parce que les crypto-monnaies, c'est également une source de revenus pour les gouvernements. C'est imposable. OK? Donc, si vous avez investi dans les crypto-monnaies et que vous avez fait des bénéfices, en fin d'année, il faut déclarer vos revenus, il faut payer des impôts là-dessus. Au Canada, par exemple, c'est 50% sur le gain en capital. OK? Vous allez déclarer et vous allez payer, vous allez être imposable là-dessus. C'est-à-dire que si j'ai investi 1000 dollars dans les crypto-monnaies et que j'ai gagné, par exemple, 1000 dollars, c'est-à-dire j'ai fait un fois 2, je dois être imposable sur 500 dollars. Donc, je dois déclarer 500 dollars. OK? Et le gouvernement va aller prendre des impôts là-dessus. Donc, il y a donc de plus en plus aux États-Unis, en France, partout en Europe. Donc, c'est un pays dont essaie plutôt de réguler le secteur et de l'imposer, ok, pas de l'interdire. Donc, au moins, on commence à dire, ok, bon, là, on change un peu de paradigme. On ne parle plus de sanctions, bien comment dire, d'arrêt ou bien de mettre fin en fait aux crypto-monnaies, mais on parle plutôt de réguler le secteur et de voir dans quelle mesure aller prélever des impôts là-dessus et quelle peut être l'utilité et les enjeux pour les gouvernements eux-mêmes. Donc, et les gouvernements, ils sont prêts à tout. Un gouvernement, lorsqu'elle veut vous traquer, elle est vraiment prête à tout. On peut aller bloquer vos portefeuilles. On peut bloquer vos portefeuilles wallet, vos portefeuilles crypto, ok? Et on peut vous sanctionner. Si un gouvernement décide que vous n'êtes pas un bon citoyen, vous êtes un mauvais citoyen, elle peut décider, ok, de vous sanctionner, ok. Donc ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans l'univers des crypto-monnaies. Et ceux qui ont suivi peut-être ce qui s'est passé récemment au Canada, ok, avec l'histoire des camionneurs, un groupe de camionneurs qui ont décidé que bon voilà, nous, on ne veut plus cette histoire de port de masque, voilà, on va faire une marche pacifique, on va descendre dans la rue. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on voit dans d'autres pays qu'on n'aurait jamais imaginé que ça peut se produire au Canada. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des personnes, parce qu'il y a des portefeuilles qui ont été mis publics pour demander aux personnes comme ça d'apporter leur aide financièrement, ok, à ces camionneurs-là, à ces revendicateurs-là. Ok, donc il y a des personnes, des individus, ok, des bons citoyens qui ont juste parce qu'ils partageaient en fait les revendications des camionneurs, qui ont décidé comme ça de contribuer.
de contribuer en déposant quelques bitcoins Cardano, ou bien bref, des crypto-monnaies. Et ils ont vu leur portefeuille bloqué et certains même leur compte bancaire bloqué. OK? Donc aujourd'hui, ils sont étiquetés comme étant des mauvais citoyens, quoi. Ils ont désormais une étiquette de mauvais citoyens, tout simplement parce qu'ils ont décidé d'apporter leur contribution à ce type d'initiative. OK? Donc, vous comprenez donc on n'est pas libre, on n'a pas la liberté, et même dans les pays dits démocratiques, OK, comme le Canada, on peut se rendre compte que, bon, finalement, on, on peut se dire on est libre jusqu'au jour où ce type de sanction-là viendra nous toucher. OK? Voilà donc pourquoi, avec ça, de plus en plus, certaines personnes considèrent que raison de plus vraiment d'aller adopter des crypto-monnaies, de vraiment entrer dans le monde des crypto-monnaies et des plus belles. OK? Et plus loin, vous avez vu, pour ceux qui suivent certainement l'actualité en Ukraine, vous avez vu la sanction que contre ce qu'ils appellent le SWIFT là, c'est-à-dire que la Russie, je vais dire, qui était exclue du réseau SWIFT. Donc, ça, c'est des sanctions que certains gouvernements, les États-Unis peuvent comme ça là, à tout moment vous impliquer ça à votre gouvernement et vous sentez paralysé directement. OK, vous perdez un certain pouvoir. Et là-dedans, il y a donc des populations, OK, qui étaient, je veux dire, qui ne sont pas directement impliquées dans cette guerre, mais qui ont quand même vu leur compte bloqué, OK, qui ne peuvent plus avoir accès à leur argent, tout simplement parce que leur gouvernement a décidé d'entrer dans une guerre. Donc, il y a un problème vraiment fondamental qui se pose. Et voilà pourquoi de plus en plus on voit une adoption massive des crypto-monnaies. Et vous avez vu dans tous ces pays-là, par exemple en Russie, ils ont commencé à réfléchir, mais comment adopter les crypto-monnaies, comment légaliser toute cette industrie-là pour qu'on évite plus ce genre de sanctions. OK? De plus en plus, on voit des crypto-monnaies qui sont intégrées dans des systèmes bancaires. Il y a de plus en plus de banques qui proposent en fait à leur clientèle des portefeuilles d'actifs crypto-monnaies directement. OK? Donc, il y a donc un enjeu, il y a un impact économique des gouvernements, mais de l'autre côté, il y a des questions que des personnes se posent et définitivement vont simplement continuer d'acheter les crypto-monnaies. OK? Récemment, vous avez par exemple vu l'entreprise MicroStrategy qui ne fait qu'acheter des crypto-monnaies, mais qui a continué encore d'acheter. Elle continue d'acheter des crypto-monnaies. Elle achète davantage de crypto-monnaies. OK? Mais sauf que dans cet achat-ci, elle a fait plutôt un prêt. OK? Elle a prêté de l'argent à une banque, la Silvergate Bank. OK? Plus de 80 millions de dollars. Non, pas 80 millions de dollars. Ce qu'elle a acheté, c'est combien? 205 millions de dollars. OK? Pour acheter des bitcoins. OK? Donc, de plus en plus, vous voyez, il y a une banque qui est capable de vous prêter de l'argent pour aller acheter de la crypto-monnaie. Donc, c'est de plus en plus des concepts de DeFi, de finances décentralisées ou bien des choses de ce genre qui, de plus en plus, intègrent les systèmes bancaires parce que de plus en plus, des banques commencent à avoir la pression de leurs clients. Ils disent, bon, il y a certaines choses qui prennent la valeur. Là, le Bitcoin, tout le monde voit commence à prendre la valeur. Vous pouvez aller dire à votre banque, mais comment je peux faire pour investir dans les crypto-monnaies directement? Vous voyez votre conseil et tout et tout. Donc, les banques ont commencé à sentir qu'il y a un besoin qui se crée. Il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'investir dans ce type d'actifs-là et que si elles ne font rien, les gens vont virer complètement vers les crypto-monnaies et c'est la banque qui sera perdante. Donc, les banques, de plus en plus, n'ont pas le choix que de trouver dans les moyens d'adopter. OK? Le moyen d'adopter. Comment intégrer tout ça dans le système financier actuel. OK? Donc, ici, on voit pourquoi de plus en plus les banques intègrent tout ça. L'argument, donc, c'est que le Bitcoin est un phénomène, bof, ça c'est l'argument que les banques avaient pour ne pas l'intégrer, c'est que c'est très volatile, puis c'est vraiment inconnu, c'est difficile de comprendre, et bref. C'est vrai que c'est opaque aussi, c'est pas facile de comprendre, ok? Mais de plus en plus, on voit un changement, ok? Mais on peut se dire, mais qu'est-ce qui
a conduit à cette évolution dans la vision des banques. Donc, apparemment, l'intérêt croissant des clients pousse donc la banque à proposer aussi des actifs et des produits financiers innovants. Donc, c'est ce que j'expliquais tantôt. Donc, de plus en plus, donc, vous allez voir, pour aller voir ces articles-là, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de banques qui commencent à intégrer et adopter ça. Et ici, donc, vous avez aussi les gouvernements. Il y a de plus en plus de gouvernements qui commencent à adopter les crypto-monnaies. OK? Donc, si on regarde dans la liste ici, vous allez vous rendre compte que il y a de plus en plus de pays dans lesquels le Bitcoin est interdit, mais il y a aussi des pays dans lesquels le Bitcoin est légal, quoi. Donc, si on regarde la carte du monde aussi, vous voyez les zones rouges, vous voyez les zones vertes. Vous voyez que finalement, en majorité, les crypto-monnaies, ça circule presque partout. OK? Donc, dans les pays où le Bitcoin sont interdits, officiellement, on a l'Afghanistan, le Pakistan, je pense, si vous voulez dire l'Algérie, la Bolivie, bref, le Vietnam. Il y a ces pays-là où c'est interdit. Ici, on a dans d'autres pays où, malgré le fait que ce soit interdit, on a quand même la population qui investit là-dessus, comme en Chine. C'est-à-dire que, parce que la blockchain, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dématérialisé, c'est difficile de contrôler. C'est très difficile de contrôler, surtout si les gens sont dans ce qu'on appelle des DEX. Parce que les gouvernements peuvent contrôler vos crypto-monnaies lorsque vous passez sur des exchanges. Aussi que vous passez sur des exchanges comme Binance, comme KuCoin, comme L-Bank. C'est-à-dire que là, vous avez créé votre compte, vous avez fourni vos KYC. Vous avez fourni vos informations personnelles. Oui, ces plateformes-là, de plus en plus, reçoivent la pression des gouvernements, OK, qui leur dit, tant que vous ne nous donnez pas la liste des personnes qui investissent, vous n'avez pas le droit d'exercer sur notre territoire. Et ces plateformes-là, donc, se sentent obligées, OK, de céder et donc, finalement, de lister. Mais ceux qui utilisent ce qu'on appelle des DEX, comme passant par Trust Wallet, SundaeSwap, tout ça là, c'est difficile de vous faire suivre. Tant que vous ne transigez pas vos crypto-monnaies vers les plateformes centralisées, c'est difficile pour les gouvernements. Voilà pourquoi, malgré le fait que ce soit interdit dans certains gouvernements, on peut voir quand même qu'il y a des mouvements qui continuent, ok, de, de, de s'opérer. Ok. Donc, maintenant, vous avez des pays où le Bitcoin est vraiment légal. Donc, vous avez tous ces pays, le Japon, le Malte, le Gibraltar, la Suisse, les Pays-Bas, la, la Lituanie et tout ça là, où les crypto-monnaies ou le Bitcoin sont acceptés. Vous avez des pays où ce n'est ni interdit ni accepté. Mais en gros, dans la plupart des pays, ce qu'on peut constater, c'est que les crypto-monnaies sont comme soit certains pays ne se sont vraiment pas prononcés, donc du coup ça circule. Mais il y a des pays qui officiellement l'acceptent, hein, donc où ça circule, c'est légalisé, c'est reconnu, vous pouvez l'échanger. Et il y a donc des pays neutres. Donc, finalement, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que finalement, vous qui investissez dans les crypto-monnaies, qui avez votre argent dans les crypto-monnaies, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous pensez que vous êtes protégé, que vos investissements sont protégés, que votre argent est protégé? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, votre gouvernement peut dire, bon, voilà, votre argent qui est sur Binance, nous, on va le saisir et vous n'avez plus accès. Peut-être parce que vous êtes un mauvais citoyen, entre guillemets, parce que vous avez posé un certain acte, vos crypto-monnaies sont saisies, votre compte bancaire est saisi. Est-ce que vous pensez que finalement, c'est mieux de rester du côté de la banque traditionnelle classique et de continuer de faire confiance au gouvernement ou vous rejoignez le camp de ceux-là qui sont des libertariens qui disent non, nous on veut redonner le pouvoir au peuple, chacun devait être sa propre banque et décider de ce qu'il veut rendre public ou pas. OK, de ce qu'il veut rendre public, de ce qu'il veut que le monde entier sache ou bien que les autres sachent. Parce que finalement, comme on l'a constaté, lorsque vous avez, comment dire, lorsque vous utilisez par exemple les cartes Visa et tout ça pour faire des échanges, euh, vous êtes contrôlé, ok? Vous êtes contrôlé parce que votre gouvernement contrôle via la banque, via les banques centrales, contrôle tous vos mouvements, c'est dans quoi vous investissez, ce que vous avez acheté, dans quoi vous mettez votre argent. Et quand un gouvernement est capable de contrôler votre argent, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vous contrôler. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer donc de faire confiance à cette
cette forme de monnaie-là, d'économie-là, il faut complètement virer de bord et faire entièrement confiance à rejoindre le camp de finalement ce qu'on va appeler la finance décentralisée, les blockchains, le mouvement blockchain, le mouvement cypherpunk et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment comment on dit l'échange que j'avais réservé pour vous aujourd'hui. Qu'on se pose ce type de questions-là et ça permet aussi, ce que je trouve intéressant, ça permet vraiment de creuser, de regarder les choses sur un autre angle. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect juste pécunier des crypto-monnaies, mais c'est de se dire à un moment donné, finalement, les crypto-monnaies, c'est quoi leur rôle? Le Bitcoin, c'est quoi son rôle? Okay? À quoi ça sert? Okay? C'est quoi la proposition de valeur du Bitcoin? Pourquoi est-ce que je devrais avoir le Bitcoin? Pourquoi je dois supporter le Bitcoin? Okay? Pourquoi finalement je dis que au-delà de juste investir et de dire, bon, moi j'achète pour avoir des gains et tout ça là, mais de comprendre en détail ce qui se passe, l'univers, l'économie, la politique, la géopolitique, tout ce qui entoure tout ça, et les enjeux qu'il y a derrière. Et puis moi, finalement, dans tout ça, au milieu de tout ça, comment est-ce que je me positionne? Donc, voilà. Donc, pour conclure, en fait, c'est ça. Donc, si tu as trouvé ça intéressant, lâche-moi un commentaire. Puis, voilà. J'espère que vous avez aimé. Puis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci.